Bonjour et bonne année 2020 à tous. Aujourd'hui je vous parle des 4 livres que j'ai lus en décembre 2019. Il y aura 3 romans et un livre de développement personnel / spiritualité. Le premier livre que j'ai lu en décembre, c'était un livre d'Antoine de Saint-Exupéry appelé Vol de nuit. Ça faisait longtemps que je l'avais acheté et que je voulais le lire. C'est un livre assez court, mais j'avais jamais vraiment pris le temps de le lire. Et ce mois-ci, j'ai enfin plongé le nez dedans et je dois dire que j'ai adoré. En termes de prix, ça m'a pas coûté très cher, j'ai plus exactement le prix là-dessus. Mais c'est un folio, donc ça a dû me coûter maximum 5 € je pense, surtout qu'il est assez court. Je sais pas si c'est une nouvelle ou un roman pour être très honnête avec vous. Je l'ai lu je crois en 1 ou 2 jours seulement, donc ça se lit très rapidement. Antoine de Saint-Exupéry, c'est sans doute un auteur que vous connaissez pour avoir écrit Le Petit Prince, et Vol de nuit, ça doit être sans doute son second livre le plus connu. Alors en termes d'histoire, c'est sur l'aviation, Antoine de Saint-Exupéry ayant été lui-même aviateur, et en fait c'est sur toute une entreprise / équipe d'aviateurs qui s'occupe d'organiser des vols de nuit et notamment des vols, il me semble, de marchandises ou de courrier. En fait, ça suit l'histoire de plusieurs personnages différents, mais centrés un peu autour du même but, à savoir qu'on est en pleine nuit, qu'il fait relativement mauvais temps, et que le problème principal est de savoir si l'avion va réussir à arriver ou pas, parce qu'il va subir de grosses perturbations et ne plus vraiment être en connexion avec tout le monde. Donc c'est un peu le suivi de cette aventure-là, qui est une petite aventure qui se lit très rapidement, mais dont le style est très beau. Et en même temps que cette histoire donc d'aviation et d'avion qui va réussir ou pas à s'en tirer, à arriver à bon port ou pas, il y a surtout une espèce de suivi des différents personnages et de leur histoire de vie, de la façon dont ils réfléchissent, dont ils voient la vie. Et c'est écrit de façon vraiment très belle et très poétique. Donc c'est un livre que je vous conseille véritablement, ça se lit extrêmement rapidement, je pense vraiment que j'ai lu en 2 soirées, c'était très rapide, c'est très beau. C'est le premier Antoine de Saint-Exupéry que je lis en dehors du Petit Prince. Je sais pas s'il en a écrit beaucoup ou pas, étrangement c'est un auteur dont on entend beaucoup parler, mais dont je ne connais pas grand chose finalement. Je pense que j'essaierai de retourner lire des livres de lui, parce qu'il y a cette même un peu atmosphère que dans le Petit Prince. Tout est dit et expliqué d'une très belle façon, et les images qui sont offertes au lecteur sont vraiment très agréables. Donc ça c'est un livre que je vous conseille si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous voulez vous lire un classique qui à la fois est très beau et dont l'histoire est ma foi assez haletante. Donc voilà, ça c'était ma première lecture de décembre. Ensuite j'ai enchaîné derrière avec Le Meilleur des Mondes d'Aldous Huxley, qui est probablement l'un des livres préférés que j'ai lu en 2019 je pense. Ça a vraiment remis mon cerveau à zéro, c'est un super livre. Il est très connu, je crois que c'est un classique de science-fiction. À vrai dire, je l'ai découvert dans les rayons de la Fnac. Je pense que je devrais peut-être le connaître parce qu'il est relativement célèbre, mais c'est vrai que c'était la première fois que je le voyais. Et dès que j'ai eu le résumé, j'ai tout de suite kiffé l'idée. En termes d'édition, on est sur les éditions Pocket. Je pourrais pas vous dire combien il m'a coûté, je crois que j'ai à nouveau perdu le prix, mais il me semble qu'il m'a coûté entre 7 et 8 € maximum je pense. Donc voilà, livre de poche, pas très cher également. Ça a été écrit dans les années 70 il me semble, et c'est donc un écrit d'anticipation / science-fiction qui parle d'un monde qui se veut être parfait et dans lequel toute la société est organisée pour que, si vous voulez, tout soit parfait, que tout le monde soit heureux H24. Alors c'est assez compliqué la façon dont c'est élaboré dans le livre et dont c'est écrit, parce que c'est un livre qui est très complet. En soi il fait que 300 et quelques pages, donc il n'est pas si long, mais il m'a quand même pris pas mal de temps à lire parce que c'est très complet ce qu'il y a à l'intérieur. C'est assez complexe aussi dans la façon dont c'est écrit parfois en termes de nombre de détails qui sont donnés. Mais c'est si diablement intelligemment écrit et les idées à l'intérieur sont juste... Enfin, c'est visionnaire, c'est vraiment un livre visionnaire. Donc pour m'attarder un peu plus sur l'histoire et vous expliquer ça, ça va être assez compliqué parce qu'il se passe énormément de choses, et ne serait-ce que juste l'arrière-plan en fait sur lequel se passe l'histoire en soi est déjà plus complet que beaucoup de livres que j'ai pu lire. Donc j'essaye de vous en faire un résumé du mieux que je peux. En gros, on est dans un monde qui est censé être parfait, dans lequel on a essayé d'effacer toute la civilisation qui s'est passée avant, pour rendre les gens le plus heureux possible, pour pas qu'il y ait de guerre, pour pas qu'il y ait de mauvais sentiments, de dépression, de pauvreté, de quoi que ce soit, si vous voulez. Donc le principe, c'est que on ne laisse plus les gens avoir des enfants normalement, on ne laisse plus exister des pères et des mères. En gros, les enfants sont tous fabriqués dans des usines, et ils sont tous conditionnés dès l'état embryonnaire en fait. On crée des tas d'embryons dans des usines, et on les conditionne selon les castes qu'on va les faire avoir dans la société
pour qu'ils soient le plus heureux possible. Il y a plusieurs castes dans la société, il y a des castes vraiment inférieures et des castes vraiment supérieures, donc il y a les epsilon qui sont vraiment en bas par exemple et les alphas qui sont en haut. On va conditionner les enfants alpha qu'on fabrique en éprouvette en injectant par exemple plus d'oxygène dans l'éprouvette dans laquelle ils sont conçus pour qu'ils puissent se développer plus facilement, qu'ils grandissent plus et qu'ils aient plus d'aptitudes physiques par exemple. On va aussi leur passer des bandes sonores la nuit pour qu'ils aiment prendre les choses en charge, pour qu'ils arrivent à être des leaders nés, pour qu'ils apprennent à être au-dessus des autres et à se sentir mieux que les autres. Et ça va être aussi le cas dans l'autre sens, c'est-à-dire que les epsilon, qui sont donc tout en bas de la chaîne, vont être très heureux d'être là pour servir et de ne pas véritablement avoir leur propre identité et d'être impressionnés par les alphas parce qu'on leur a appris ça en les conditionnant à la fois dans la violence et à la fois par une pseudo-hypnose du sommeil dès leur plus tendre enfance. Et si vous voulez, même dans la façon dont sont conçus les bébés, effectivement tout est conçu autour de ça. Je vous donnais l'exemple de l'oxygène, mais par exemple toutes les races, si vous voulez, inférieures de personnes vont être conçues à partir du même ADN. Donc en fait, les castes inférieures vont tous être des jumeaux les uns des autres et personne ne va véritablement avoir sa propre identité ni sa propre apparence physique. Et également dans leurs éprouvettes on va ajouter des choses pour faire en sorte qu'ils ne se développent pas complètement, que ce soit des gens de petite taille, un peu rabougris sur eux-mêmes, enfin voilà. Donc vraiment tout est mis en place dès même avant la naissance, dès la conception en éprouvette des personnes, pour qu'elles soient conditionnées afin de garantir leur place dans la société vraiment d'une certaine façon, à une certaine échelle, avec un certain rôle. Toutes les différentes castes de population sont habillées d'une couleur bien précise, par exemple les alphas sont habillés en noir, je crois que certaines des castes inférieures sont habillées, je me semble, en kaki, en vert, etc. Donc ils peuvent se reconnaître un peu comme ça. Et donc chacun occupe une place bien précise dans la société où il va avoir un rôle bien précis. Donc par exemple, voilà, les castes inférieures vont tous travailler dans des usines, à avoir des emplois complètement répétitifs et être vraiment dans la servitude, alors que les alphas vont prendre des décisions, avoir des rôles haut placés, travailler dans des pseudo-gouvernements, etc. En plus de ça, ça se passe techniquement dans un contexte d'état unifié mondial, dans lequel on n'a plus des choses comme techniquement l'Angleterre, la France, etc. Tout est sous la même direction, la même politique, et il n'y a plus non plus aucune trace du passé. Et par là j'entends plus aucune trace de la culture ancienne. Donc ils n'ont jamais entendu parler de Shakespeare, ils n'ont jamais entendu parler de la Bible, de Jésus, ils n'ont jamais entendu parler de n'importe quel classique que vous pouvez connaître, n'importe quel sport même, ils savent pas du tout ce que c'est le foot ou ce que c'est la télévision. Tout ce qu'ils connaissent, ce sont des inventions qui ont été créées après l'unification et la création de ce monde meilleur, entre guillemets. Donc c'est un monde tout à fait aseptisé où tout est créé pour rendre les gens heureux. Par exemple, tout le monde a accès de façon continuelle à une espèce de drogue qui les retient dans un état de joie qui s'appelle le soma et avec lesquels sont même rémunérées les classes inférieures. Donc en fait, toute la population mondiale est plus ou moins sous drogue tout le temps, une drogue qui n'a pas d'effet secondaire, si ce n'est celui de les rendre euphoriques et qui leur permet donc de ne pas avoir à faire face à leurs états d'âme et à leurs problématiques, et on va dire que c'est même interdit d'en parler. Donc il faut vraiment tout le temps avoir l'apparence de quelqu'un qui est dans la joie, et il y a des règles vraiment nouvelles dans ce monde-là. Par exemple, pour éviter les problèmes à la fois de couple et de possibles familles qui pourraient se créer, les sentiments ne sont pas véritablement censés exister et tout le monde est censé avoir un nombre assez grand de partenaires sexuels, et il y a cette espèce de devise à l'intérieur du roman qui est répétée plusieurs fois qui est « tout le monde appartient à tout le monde » en fait, si vous voulez. Donc voilà. Il y a énormément d'autres choses qui sont élaborées à l'intérieur de ce livre, qui pourtant a été écrit dans les années 70, comme par exemple la façon dont est consommée la culture, où les personnages vont par exemple dans ce qu'ils appellent des cinémas 100 ans, où en fait ils s'assoient dans des sièges de cinéma en mettant leurs mains sur des capteurs, et ils vivent le film qu'ils sont en train de regarder, c'est-à-dire qu'ils en ressentent les sensations. Donc par exemple, s'il y a une peau de bête dans le film, ils vont ressentir les poils de la peau de bête sur eux. Si quelqu'un sent une odeur dans le film, ils vont la sentir. Si quelqu'un se fait frapper dans le film, ils vont avoir de la douleur, etc. Donc tout est vraiment agencé autour du fait de donner le maximum de sensations et de plaisir aux gens, que ce soit au niveau sexuel, au niveau des divertissements, au niveau de la drogue, au niveau aussi de leur conditionnement. Tout est véritablement fait pour que les gens soient heureux tout le temps. Donc voilà, je vous en dis pas plus parce que le monde est très complet, impossible à résumer en une si petite vidéo, et que je pense que le génie du roman va véritablement transparaître pour vous en découvrant ses inventions au fur et à mesure des pages. En termes d'histoire, c'est un peu compliqué à résumer, mais on se cale sur différents personnages à l'intérieur de l'histoire qui ont un peu du mal à vivre cette société complètement aseptisée et qui est censée être parfaite, et on se rend compte que les rapports humains sont pas si simples. Et notamment qu'il y a aussi une espèce de réserve de sauvages, c'est comme ça que c'est appelé, qui est en fait un lieu où vivent des humains qui sont un peu gardés derrière des grilles comme dans un zoo,
et qui vivent à l'ancienne, si vous voulez, sans toutes ces drogues, sans tout ce fonctionnement, et qui vivent d'une façon assez proche finalement de ce que nous on connaît de l'existence. Donc voilà, je pense vous avoir résumé un petit peu le livre, c'est assez compliqué parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. C'est vraiment un livre qui m'a épatée, à la fois dans son écriture qui est très complète et presque scientifique, notamment au départ quand il nous explique comment sont fabriqués entre guillemets les humains, mais aussi par son contenu. Le fait que ça ait été écrit dans les années 70 et que ce soit aussi visionnaire, c'est vraiment impressionnant. Par exemple, dans le livre est beaucoup évoqué le fait qu'il faut consommer toujours plus et que la joie arrive avec la consommation. Donc il y a une vraie critique de la façon dont on vit le capitalisme aujourd'hui, la façon dont on jette rapidement les choses aujourd'hui, et le fait qu'on ne se serve des choses qu'une seule fois et qu'on les jette ensuite, et que c'est une attitude qui a tendance à exister aussi dans les rapports sociaux. Enfin voilà, il y a énormément de choses là-dedans qui sont assez effrayantes et surtout qui sont incroyablement intelligentes. Parce qu'on pourrait s'attendre qu'il y ait beaucoup d'informations qui soient données au niveau scientifique ou au niveau politique ou religieux ou culturel sur la façon dont cette société fonctionne, mais il y a aussi énormément d'informations qui sont données en termes de rapport humain, de ce que ça veut dire pour les gens d'évoluer dans une société pareille. Donc voilà, réussir à donner toutes ces informations, empaqueter tout ça dans un roman de 300 et quelques pages seulement, qui fait sens, qui est relativement haletant dans sa construction et hyper intéressant et bien écrit, ça reste quand même un tour de maître, donc c'est sans doute l'un de mes livres préférés que j'ai lu en 2019, si ce n'est peut-être le préféré. C'est un livre que je ne saurais que trop vous recommander de lire. Il y a là-dedans beaucoup de poésie, beaucoup par exemple de citations de Shakespeare, enfin ça reste très beau. Donc voilà, Le meilleur des mondes par Aldous Huxley, je vous le conseille vraiment, c'est un livre très connu et qui a beaucoup de succès et a raison, véritablement. Ensuite, moi j'ai lu un livre de développement personnel et à la fois un peu sur la spiritualité, écrit par Thich Nhat Hanh, qui s'appelle Aimer en pleine conscience. C'est un très petit livre, c'est très court et surtout c'est écrit par petits morceaux à l'intérieur, par petits bouts de pages comme ça, donc c'est vraiment des tout petits morceaux de texte. Et il m'a coûté 5,95€, c'est aux éditions Pocket. Donc Thich Nhat Hanh, c'est un maître bouddhiste vietnamien qui a écrit pas mal de livres de développement personnel et de spiritualité, notamment autour de la pleine conscience et de la méditation. Vous avez peut-être déjà croisé ces livres si vous êtes adepte des livres de développement personnel ou de spiritualité. Pour ma part, j'avais déjà lu un autre livre de cette série un peu qu'il a faite qui s'appelait Marcher en pleine conscience, que j'avais lu à moitié et qui m'avait tout de même relativement intéressée mais que je trouvais se répéter un peu. Et je voulais réessayer avec celui-ci parce qu'il était assez court et qu'il ne coûtait pas très cher. Et je dois dire que je l'ai pas adoré. C'est pas un mauvais livre en soi, c'est pas un mauvais discours à l'intérieur du tout non plus en soi, c'est juste que j'ai eu l'impression qu'à l'intérieur du livre, beaucoup de fois, on me répétait la même chose et surtout qu'on me répétait des choses que je savais déjà et qui m'aidaient pas beaucoup finalement. Je vais peut-être faire un petit topo sur ce dont ça parle en général. Donc la pleine conscience, si vous voulez, c'est une forme de méditation / façon de vivre où on est pleinement conscient de la façon dont on vit les moments, de la façon notamment dont ils sont ressentis par le corps et qui se concentre beaucoup sur le souffle, sur les sensations, pour se recentrer vraiment dans le moment, dans l'instant et vivre les choses de façon un peu différente. Donc je vous invite à aller voir peut-être des vidéos sur internet ou des définitions sur internet, vous en trouverez beaucoup si ça vous intéresse, mais je vais peut-être pas m'éterniser là-dessus dans cette vidéo, voilà, je vous fais juste la review de ce livre. Livre qui parle de la façon dont on peut vivre différemment ces histoires d'amour, mais aussi ces histoires d'amitié et de famille en général, c'est-à-dire toutes les formes un peu que peuvent prendre l'amour, même si j'ai trouvé que ça s'adressait quand même plus à l'idée du couple. Donc c'est un livre qui explique comment vivre toutes ces relations d'amour de façon plus consciente, plus paisible aussi, plus méditative peut-être, en tout cas voilà, plus spirituelle et qui aide un peu à son développement personnel, au développement personnel de ses relations. La raison pour laquelle je l'ai pas aimé, je vous l'ai dit, c'est parce que j'ai trouvé que c'était très répétitif et surtout que c'était un peu vide en termes de contenu. La raison pour laquelle j'ai trouvé ça, c'est peut-être parce que je connais pas mal de trucs maintenant sur la pleine conscience, parce que ça fait un bout de temps que ça m'intéresse et sur la méditation aussi, et que c'est un sujet sur lequel j'ai déjà beaucoup lu, beaucoup regardé de vidéos ou même écouté de podcasts, etc. Et aussi parce que c'est pas le premier livre de développement personnel que je lis, donc que souvent ça a tendance quand même à se répéter, faut le dire. Donc ça vous intéressera peut-être plus si vous n'avez jamais lu de livre de développement personnel, si vous ne savez pas du tout ce qu'est la pleine conscience ni la méditation, et si vous n'avez jamais rien lu de Thich Nhat Hanh, mais quand on a fait un peu le tour de la question, je trouve
personnellement qu'on sort pas grand chose de ce livre. Ce qui m'a plu à l'intérieur du livre à la limite, c'est la toute fin, dans laquelle il y a des petits conseils un peu plus pratiques et prosaïques, on va dire, sur la façon dont on vit son amour à l'intérieur de soi pour les autres, mais aussi la paix que ça peut nous apporter d'envoyer de l'amour et d'être dans le pardon avec des gens qui nous ont fait du mal. Et aussi des petites sortes de prières un peu à se répéter à l'intérieur de soi. Mais bon, ça reste que les 5 dernières pages du livre et c'est pas non plus révolutionnaire en soi, c'est quand même un contenu que j'avais déjà lu ailleurs. Donc bon, c'est pas mal si vous voulez un livre qui se lit très rapidement, parce que par contre vous l'aurez fini en 1 ou 2 journées grand maximum, parce que ce sont de très petits passages. C'est assez sympa en plus parce que c'est illustré, c'est fait de façon relativement ludique et didactique et avec un vocabulaire simple, donc c'est sympa. Si vous n'avez jamais lu de livre sur la pleine conscience, si vous voulez commencer quelque part en termes de développement personnel, si vous vous sentez peut-être un peu perdu dans votre relation d'amour, soit de couple, soit avec les autres en général, et que peut-être vous vous sentez un peu seul, en manque d'amour, ou que vous avez l'impression de ne pas bénéficier complètement des relations humaines que vous avez dans votre vie, ça peut être quand même une bonne lecture. Personnellement, je trouve que ça tourne un peu en rond, que j'en ai pas tiré grand chose et c'est pas non plus une lecture que je recommanderais absolument. Et ensuite, en dernier dans le mois, comme c'était décembre et que j'ai un problème avec Noël, comme vous pouvez le constater, j'ai été absolument obligée de lire un livre de Noël cette année. Et donc j'ai lu le livre Un chant de Noël de Charles Dickens, qui est un grand classique que je n'avais jamais lu et que je ne connaissais pas vraiment. Donc en termes d'édition, c'était chez le livre de poche et ça m'a coûté 5,90 €, donc c'est pas très cher, mais il me semble avoir vu sur Amazon, si vous avez une liseuse, qu'il est gratuit puisque c'est un livre assez vieux maintenant, que c'est un classique, donc si jamais vous avez une liseuse, vous pouvez l'avoir aussi gratuitement, voire l'emprunter à la bibliothèque parce que voilà, encore une fois, classique, très connu, assez ancien. Donc c'est le premier livre de Charles Dickens que je lis, j'en avais jamais lu. J'aime beaucoup son style, je pense que je vais essayer d'en lire d'autres de sa part. Je pense peut-être essayer Oliver Twist, j'hésite un petit peu pour l'instant vers lequel me diriger, mais je sais qu'il a aussi écrit d'autres histoires autour de Noël et je me dis que l'année prochaine j'en lirai peut-être un autre de sa part. En tout cas, j'ai beaucoup aimé son style, c'est très similaire aux autres auteurs de cette époque-là, c'est vraiment un roman victorien, anglais, et donc le style est relativement similaire à sans doute des choses que vous avez pu lire de cette époque-là. Et personnellement, c'est une époque que j'aime beaucoup et une façon d'écrire que j'aime beaucoup. Et c'est aussi une façon de traiter à la fois les personnages, aussi les différentes classes sociales et les actions, et même la religion que j'aime beaucoup. Donc en termes d'histoire, c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui s'appelle Scrooge, qui est notable, et qui est vraiment l'archétype du vieux monsieur ennuyant qui n'est intéressé que par les chiffres et qui est vraiment un peu méchant avec tout le monde, qui ne s'intéresse qu'à lui-même, qui a vraiment faire du profit, qui ne fête pas du tout Noël et qui est méchant avec son employé, qui est avare. Enfin voilà, on est sur un personnage qui est relativement méchant et c'est la veille de Noël quand il est chez lui et qu'il reçoit la visite d'un fantôme, et c'est le fantôme de son ex-associé notable qui est défunt et qui vient lui rendre visite pour lui expliquer que la vie qu'il mène ne va pas le mener à grand chose, que ce soit dans cette vie ni dans l'au-delà, et que ma foi, vivre une vie de tristesse et de solitude vous poursuit même dans la mort. Et ce collègue fantôme vient lui annoncer la venue de 3 ou 4, je sais plus exactement le nombre, autres fantômes qui vont venir le visiter sur les nuits suivantes à 1 h du matin pour lui faire comprendre des leçons de vie. Et donc différents fantômes viennent, notamment par exemple le fantôme des Noëls passés, le fantôme des Noëls présents, etc. Et ces fantômes l'emmènent dans des endroits spécifiques, la maison de son employé, la maison de son enfance, ils le ramènent dans des souvenirs, voire dans le futur, etc. Tout ça dans le but de lui faire apprendre une leçon, de le faire évoluer et de rendre son âme plus douce, parce qu'à la vérité, en lui, il y a quand même du bon. Donc c'est très beau, c'est très poétique et joli. C'est vraiment un bel ouvrage à lire pour Noël. Moi je me suis éclatée, je l'ai lu dans les 2-3 jours qui précédaient Noël, donc c'était vraiment impec. Donc c'est vraiment un super livre que même hors l'époque de Noël, je vous conseille de lire, parce qu'il est très court, il se lit véritablement rapidement, c'est ce que je vous disais, j'ai lu en 2-3 jours. Moi personnellement, ça m'a donné envie de lire un peu plus de Charles Dickens. Ça se lit en plus très facilement, c'est pas une écriture qui est complexe, malgré que ce soit un classique. Donc voilà, ça aussi je vous le recommande, c'est Un chant de Noël de Charles Dickens. Et ben donc ce sera tout pour ce mois-ci, j'ai pas vraiment lu de manga ni de BD, habituellement j'essaye d'en lire au moins une par mois parce que je trouve que ça change un peu. Ce mois-ci avec Noël et tous les préparatifs, j'ai pas vraiment eu le temps, donc j'ai lu que 4 livres. Mais j'espère réussir à lire un peu plus sur les mois à venir, puisque normalement je vais continuer à faire ces vidéos toutes les fins de mois en 2020. Si vous avez lu un de ces livres, si vous voulez partager votre opinion, ou peut-être même me poser des questions sur l'une de ces lectures, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en
en dessous. Sinon vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux habituels entre deux vidéos, à savoir Instagram, je pense que c'est là où je suis le plus présente, mais également mon blog qui s'appelle Lavande Avoine. Il y aura des liens également dans la description de la vidéo. Sinon, pour ne rater aucune vidéo, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Moi j'essaie de vous concocter une autre petite vidéo bientôt de mon côté et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé, bye!